J'ai envie de dire, we're so back. Mais si j'avais dû faire des prédictions, j'aurais pas mis les curseurs autant à fond. Il fait un budget base zéro. On suspend toute la merde et puis on fait les choses qu'on a besoin de faire. Le retrait de l'OMS, le retrait des accords de Paris, l'arrêt d'embauche de fonctionnaires fédéraux. On n'a pas l'habitude, on a toujours des tonnes de promesses de campagne, puis ensuite, bon, on va s'en occuper, mais ça prend du temps, c'est plus compliqué. Lui, il arrive, il dit non, non, c'est pas compliqué, regardez, il suffit de signer, c'est pas compliqué. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir ton point de vue, parce qu'on est réellement, on est vendredi. Donc, et on est vendredi encore en début de journée pour toi. Ça veut dire qu'il y a eu 3 pleines journées du nouveau mandat de Trump. Ouais, Parce que lundi, c'était toutes les fêtes et tout ça, etc. Mais à partir de mardi, il a sorti la Kalachnikov ouais. et y est allé et pas de main morte, hein. Et donc, en 3 Oui, il a jours, signé tous les décrets. mais c'est dingue, le nombre de décrets, etc. Et alors, écoute, toi qui es au Texas et qui habite au fin fond, j'allais dire au fin fond du Texas, c'est pas vraiment le fin fond, mais t'es dans la campagne du Texas. Ouais. T'es pas en ville. Et donc, quelque part, toi, tu vis au quotidien, pas en tant que théorie, mais en tant que réalité, la vie d'un Américain profond, Ouais. qui est, même avec ta casquette John Deere en plus, Ça, ça en dit long. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, Baptiste, hein, pour tous les gens qui te connaissent, parce que tu es célèbre en France, Baptiste Marché, pour tout ce que tu fais, tes prises de position, aussi bien politiques que culturelles, parfois controversées. Et oh, c'est ce qui rend les choses. Mais il y a que les gens intéressants qui sont controversés. Et donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir ta perception de tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis depuis que Trump a commencé son mandat. j'ai envie de dire, we're so back. C'est euh, c'est assez, c'est assez incroyable. Franchement, j'aurais pas du tout parié. Si j'avais dû, bon, c'est en même temps, on n'est pas Madame Irma, mais si j'avais dû faire des prédictions, j'aurais pas mis les curseurs autant à fond. J'aurais pas imaginé vraiment là alors ni déjà pour l'élection, parce que moi j'étais très frileux au niveau de l'élection. Je sais Ouais, pas si tu te souviens, mais moi j'avais ouais. assez Ouais. peur. Tout le monde était très en mode ah, ça va être un raz-de-marée et tout. Moi, c'est vrai que j'étais déjà beaucoup plus frileux. J'avais peur, parce que voilà, avec les histoires de triche, tout ça, et puis même Ouais. les sondages, moi, je ne crois pas aux sondages. Donc, tu vois, moi, quand il y a des sondages qui soient positifs ou négatifs, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas qu'on soit capable de prédire. Les sondages, ça ne fonctionne pas. Surtout sur les intentions de vote, on le voit, hein, le nombre de fois où c'était complètement à côté. C'est vrai. Parce que tu sais, en science, normalement, pour savoir si quelque chose est fiable, il faut que tu obtiennes un nombre de fois supérieur par rapport au hasard, tu vois. Donc, ça veut Mhm. dire qu'en gros, et tu essayes de deviner pourquoi les gens vont voter. Bon, t'as deux réponses sur 2 fois sur 3, t'es bon, ou j'en sais rien moi, ou 1 fois sur 3, t'es bon. Ouais. Bon, ben il faut qu'avec les sondages, ce soit au moins 3 fois, ou je sais plus combien de fois. Et là, on le voit qu'en fait, c'est quasiment du hasard parce que un coup sur deux, les sondages sont à côté. Donc pour moi, Sauf ça, ça, certains sondages, si tu veux. Moi, j'ai eu le plaisir et puis l'honneur d'avoir été invité par toi et les autres sur The American Dream pour la soirée électorale. Ça fait un bout de temps que je suis certains sondeurs. ouais. Et après, on finit par comprendre quels sont les points de vue, quelles sont les influences, à quoi ils jouent, etc. Et donc, on en tient compte. Donc, Mais quand voilà, il y mais toi, tu avait... analyses les sondages. Tu les Oui, lis pas. C'est-à-dire que tu lis pas un sondage, tu te dis, OK, il dit 70%. Toi, ce que tu fais, c'est t'analyses en disant, alors eux, la dernière fois, ils avaient dit ça, ils s'étaient trompés de 12%, là, ils disent ça, donc s'ils se trompent de la même chose, tu vois ce que je veux dire, et t'analyses par rapport. Donc en fait, là, déjà, on n'est plus. voilà. Tu vois, tu fais de la méta-analyse avec des tonnes de sondages différents, c'est plus la Oui, même chose. C'est pas et monsieur puis et madame même tout pas le monde par qui peut état, mais faire ça. même par comté, tu vois. Ouais, ouais. Et les tendances, d'où les gens viennent, etc. Ben, tu te souviens, la soirée électorale, moi, j'étais assez optimiste. Et Ouais, dès le début, on a eu des indications de cette tendance de vote en c'est Georgie. vrai. J'avais parlé de ça, etc. Et pour moi, ça voulait dire des tas de choses positives qui allaient se renforcer. Et je Ouais. pensais qu'effectivement, Trump pouvait avoir 312
grands électeurs, et c'est exactement le nombre qu'il a Ouais, eu, ouais, non, non, qu'on bien avait sûr. parlé. Mais bon, moi, j'étais plus frileux et ensuite, bon, bon, voilà, il est élu, tout ça, tu sais jamais à quel point il va pousser les C'est ça. choses, à quel point et surtout à quel point les gens vont le soutenir. Bon, là, c'est assez incroyable parce qu'il fait, tout ce qu'il faut, hein, clairement. Là, tout ce qu'il a signé déjà, c'est assez exceptionnel et surtout les gens sont pour, quoi. Ouais, ouais, Il y a ouais. Et moi, je suis pas épaté. Épaté. eh C'est, oui, parce que moi, je m'attendais pas, no et là, je te rejoins complètement. Même si j'osais espérer qu'il allait faire certaines choses, c'est pas seulement tout ce qu'il fait, mais la façon dont il communique sur ce qu'il fait, où on sent qu'il maîtrise tout. Et c'est un peu comme si quelqu'un rentrait dans un champ de tir, ça tire de partout, et donc l'ennemi, entre guillemets, des médias, les démocrates, ils savent même pas comment réagir, quoi. non, non. Ah oui, là, il y a trop de choses. Moi, j'ai vraiment, bon, c'est toujours pareil, j'ai toujours un œil, même si, de moins en moins, j'ai toujours un œil comparatif avec la France, avec, ce qui serait possible ou pas ici et cetera et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il doit avoir signé 11 décrets, là, je crois, ou 12 maintenant. Heu, Décret? Ah non, il en est à plus de 40, hein. ah oui, OK, bon, alors tu vois, je suis vraiment à la ramasse, je Oh, prenais les grandes lignes, mais dans ce qu'il a signé là, il y a une bonne moitié qui serait pas c'est pas que ce serait pas possible de faire ça en France, c'est que ce serait il le il la personne le candidat le plus à droite en France ne pourrait pas le mettre dans son programme. c'est vrai. Et je parle pas de en fait, parce que on va tout de suite penser à OK, bon, de l'état d'urgence à la frontière, le déploiement de l'armée à la frontière et cetera. Mais non, parce que ça, bon, quand tu as un électorat, même en France, qualifié d'extrême droite, on va dire ou quoi, bon, là-dessus, les gens s'entendent sur le contrôle à la frontière. Mais là où c'est vraiment incroyable, c'est par exemple le retrait de l'OMS, Ouais. le retrait des accords de Paris, l'arrêt d'embauche de fonctionnaires fédéraux, la fin du télétravail pour les fonctionnaires, le gel de toutes les aides extérieures, de toutes les aides financières extérieures pendant 90 jours. Il va falloir tout reprendre. Enfin, tu vois, ça, là, en France, tu ferais pas du tout l'unanimité sur ce genre de choses. Même au sein de l'électorat le plus à droite, C'est vrai, entre parce que c'est guillemets. un homme d'affaires. Trump est Eh un oui, homme d'affaires, et ce qu'il est en train de faire, sans le dire, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il n'approche pas d'un point de vue technocrate ni administratif, mais il approche d'un point de vue de communicateur. Et donc, mais ce qu'il est en train de faire, c'est une base même d'un bon homme d'affaires. Il fait un budget base zéro. ouais. On suspend toute la merde et puis on fait les choses qu'on a besoin de faire. Logique. Même là, je ne sais pas si tu as vu, aujourd'hui, il a enlevé la protection rapprochée pour Mike Pompeo. Et tu sais qui c'est Mike Pompeo? Mike Pompeo, il était à la tête de Oui, la oui. CIA, et il était, je crois qu'il était ministre de la Défense sous Trump d'ailleurs. Il a été, ouais, secrétaire de la défense, c'est pas ça Défense, ouais, ministre de la Ouais, Défense, ouais. ouais. Et c'est lui qui avait concocté tout un plan pour éliminer Assange. Ouais, Il, ouais, il ah voulait oui, vraiment d'accord, le oui, tuer, oui. etc., etc. Et c'est lui qui a empêché Trump de dévoiler, de déclassifier le dossier JFK. Et alors là, Trump, non seulement le jour où il déclassifie les dossiers JFK, Martin Luther King, Ouais. RFK, etc., mais en même temps, il enlève la protection à Mike Pompeo. C'était pas le premier. Il l'a enlevé d'abord à John Bolton, en le traitant de crétin absolu, etc. Et puis, il a expliqué après, il dit, mais pourquoi voulez-vous qu'il soit en danger? Parce que c'est pas l'Iran qui va venir le chercher. Il dit, comme maintenant tout le monde sait que c'est un crétin, à quoi ça sert d'éliminer un crétin? C'est phénoménal. Ouais, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique et non, mais je pense aussi, au décret sur les énergies fossiles, sur la réexploitation, bon, chez nous, forcément, ils ont réouvert les pipelines que Biden avait fermés donc c'est chez nous, ça fait une grosse différence Oh, mais mais énorme. et Texas, énorme. oui, oui, donc enfin, c'est des choses vraiment où là, on sent que la différence vraiment et en fait ça fait, ça fait rêver parce que c'est vraiment, comme tu l'as dit, tu vois?
il y a une mise au point là de il faut sauver l'Amérique financièrement, il faut recentrer absolument notre attention sur qu'est-ce qui est bon pour le peuple américain au lieu de s'occuper du monde entier. Et en fait, c'est intéressant de deux points de vue. C'est intéressant pour les Américains parce qu'évidemment, quand il l'a dit clairement, il a dit sur les aides financières extérieures, il a dit on ne remettra que celles qui ont un intérêt pour les États-Unis. Voilà, donc au moins c'est clair. C'est America First. Donc ça, c'est intéressant pour les Américains, mais c'est aussi intéressant pour le reste du monde parce que c'est moins d'ingérence. Oui, C'est ouais, moins ouais, ouais. d'ingérence. Et de toute façon, c'était le gros intérêt. S'il y avait un intérêt pour l'Europe et pour la France dans l'élection de Trump, c'était beaucoup moins d'ingérence. Et donc Trump dit clairement on arrête de s'occuper de la sécurité de tout le monde, c'est bon, on a assez donné. Ça va peut-être obliger la France à se réveiller, à reprendre son rôle entre guillemets, militaire, etc., au sein de l'Europe, et certains pays à se réveiller. Et puis c'est toujours bon, quoi. C'est plus d'autodétermination pour chacun. Je veux dire, c'est bon pour tout le monde, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je crois que tu as tout à fait raison. Je crois que quelque part dans sa prise de position de America First, l'Amérique d'abord, ça fait voler ce fantoche qu'est l'Europe. Ça fait voler en éclats. Parce que d'un seul coup, l'Europe n'a pas de sens. Parce que Ouais. la seule façon de pallier au America First de Trump pour les pays européens, c'est de faire France First, Germany Oui. First, etc. Et que chaque pays mette en avant. Parce que l'Europe ne peut pas se mettre en avant. Elle ne peut pas prendre de décision. Donc, quelque part, il est en train de donner une leçon civique à tout le monde. Puis Et, l'Europe s'est reposée sur la protection américaine depuis des années. En fait, ils le veulent, ils veulent le protectorat américain, ils veulent absolument ouais. être. Et c'est plus facile. On peut s'occuper des conneries d'éoliennes, etc. On est tranquille, on a l'Amérique qui nous protège. Je sais plus, toi, tu te rappelles sûrement, mais je sais plus quel pourcentage de l'OTAN ça représente. L'Amérique représente, mais c'est 80% des dépenses de l'OTAN ou quelque chose comme ça. Enfin, bon, C'est énorme. c'était clairement un truc à sens unique. Donc là, c'est bien, ça permet à tout le monde de se dire, bon voilà, maintenant, il faut se reprendre en main et peut-être se recentrer sur les choses essentielles. Et c'est là où on va dévoiler le coût réel des choses. Ouais, Parce qu'à partir du moment où chacun est censé mettre la main dans la poche, d'un seul coup, il se dit, est-ce que ça vaut le coup que je mette la main dans la poche, qui est la poche de mes contribuables en fin de compte, oui. pour faire quelque chose en Ukraine ou pour faire quelque chose ailleurs. Alors qu'avant, tout ça, c'était caché. Non, bien Et sûr. donc là, c'est bon. Alors, comment est-ce que tu le ressens au niveau des gens que tu fréquentes au quotidien aux États-Unis? Ben Quelle est l'ambiance? moi, franchement, les gens comme j'ai dit, hein, c'est vraiment we're back parce que les gens sont extatiques, j'ai envie de dire. Pour le moment, alors bon, oui, j'ai envie de dire, on est sur un nuage parce que là, il y a eu vraiment l'élection, l'investiture. Là, il envoie tous les décrets, etc. Donc, évidemment, on n'a pas encore les retombées parce que ça va prendre du temps tout ça à se mettre en cours. Mais je veux dire, là, pour le moment, les gens sont sur un petit nuage parce que ça se passe super. La gauche a vraiment aucun levier pour le moment. Donc, c'est intéressant parce qu'on a subi toutes ces années-là, on a subi beaucoup. Les procès contre Trump, Ouais. etc., les affaires, tout ça, on a vraiment beaucoup subi. Biden aux affaires, tout ça. Là, en ce moment, ils rament parce qu'ils n'ont pas de levier. Tout le monde est en train de retourner sa veste dans tout ce qui est médias. Là, on a vu l'intervention de Mark Zuckerberg qui, Ouais. qui retourne sa veste complètement parce qu'il sent que le vent tourne. Donc du coup, bon, visiblement Twitter et Elon Musk, Mark Zuckerberg qui a Meta, donc Facebook et Instagram, dit bon bah moi j'arrête de subir la pression de la gauche, je laisse la liberté aux gens de s'exprimer. TikTok, donc visiblement, alors on n'a pas encore la décision finale, mais ça devrait plus ou moins se passer de la même façon. Donc les mecs sont vraiment perdus, ils ont plus rien, ils contrôlent plus les réseaux sociaux, ils Ah, contrôlent plus. Il leur reste les médias traditionnels, mais les médias traditionnels aujourd'hui, on le voit, ils ont plus le pouvoir qu'ils avaient ils ont avant. La rien. preuve, hein, c'est que Ouais. l'élection s'est faite sur Internet. Donc, Ouais, ouais, ouais. Ben, tu te souviens, on avait échangé sur TikTok, etc.
Oui. Et moi, de nouveau, j'étais pas inquiet du tout. Peut-être Non, parce que non, je ouais. suis d'une façon très proche, mais je sentais ce qui allait se faire. J'avais dit qu'il allait repousser la décision de 60-90 jours, mais il a dit 75 jours. Ouais. C'est comme pour tomber juste dedans. Mais, Ouais, ouais. c'est intéressant de voir toute la progression. Euh, Moi, je pense que il va continuer avec les décrets. Il va commencer à prendre des tas de décisions parce qu'il va visiter. Là, déjà, il est en train de visiter la Caroline du Nord, où il y a plein de gens qui se sont retrouvés sans abri, dans des tentes. Ça fait 4 mois, presque 4 mois, qui sont dans des tentes, dans des situations en plein hiver, en plus, et l'hiver est rude en ce moment, qui sont incommensurables. Trump se pointe sur place, et déjà 90% d'entre eux, et tous les autres, ça va suivre dans les 24 heures, sont relogés dans des appartements. Ils ont trouvé où les mettre, etc. Ils ne seront pas sous des tentes déjà. Ouais. Donc sur ce côté-là, il y a un côté humain. Ça montre bien que l'argent était disponible pour ça. De toute Alors, façon, je crois que les 3 visites prévues là dans l'ordre, c'est ça. Après, il va aller à Los Angeles parce qu'il y a les gens qui ont subi les incendies. Et ouais, après, il veut venir chez nous à la frontière parce que bah, c'est là que ça se passe aussi. ouais. Donc, Et oui, après, il va oui. aller à l'étranger, je crois. Ah bah sûrement, oui. Ah Ouais, oui. ouais. Et où il va, à tous les coups, va aller dans le Moyen-Orient. Ouais. Et puis là, je sais que la Suisse a fait un appel du pied pour que Poutine, Zelensky et Trump se rencontrent en Suisse. Ah ok. Donc, Bien. ils sont en train de refaire le même truc à l'époque avec Reagan et Gorbatchev qui se sont rencontrés en Suisse. Donc, Ouais, ouais. Ouais. Bon, de toute c'est- c'est- façon, oui, c'est le pays neutre par excellence. ouais, ouais. Donc, on va voir comment tout ça, ça va se goupiller. L'Europe va être mal parce que l'Europe va être au dernier rang. D'un seul coup, l'Europe va devenir insignifiante. Eh ben oui, parce que c'est tout l'intérêt quand le Trump dit on se retire des accords de Paris. Il faut bien comprendre ce que ça sous-entend derrière. L'Europe a fait pression sur les accords de Paris pour culpabiliser l'Amérique en mode non, non, mais vous aussi, il faut faire l'électrique, machin, tout ça, en laissant le champ libre à la Chine, à l'Inde, parce que c'est ça, hein, Ouais, ouais. ça vraiment, c'est. Donc pour un effet écologique zéro, et ça n'a servi qu'à retarder l'Amérique, à déstabiliser l'Amérique, à essayer de lui faire perdre un peu son rôle de leader en matière d'énergie, etc. Là, si l'Amérique se reprend, l'Europe va se retrouver entre la Chine et l'Amérique, et en fait, ils vont avoir un tel retard que soit s'ils continuent sur leur idéologie, Ouais. ça va être catastrophique pour eux, parce qu'ils vont avoir Alors, ils vont l'Europe. vraiment être les derniers les Ouais, ouais. derniers du lot. Hein. Et l'Europe qui a fermé ses centrales nucléaires, Eh qui a oui, fermé toutes ses mines de charbon, etc., alors qu'elle était très riche en charbon, que ce soit l'Allemagne, le nord de la France, la Pologne, etc., etc., il n'y a plus de mines de charbon. Et là, qu'est-ce qu'il dit Trump? À fond la caisse le charbon, parce qu'il dit le charbon est à l'abri des interventions extérieures. ouais. Et comme truc, etc. C'est phénoménal, quoi. Il dit même une pipeline, on peut la casser, on peut faire le charbon, non. Donc, il n'a pas peur d'aller à la vérité. Et il transforme la perception par sa communication. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est pas par hasard que le premier décret signé, c'était les accords de Paris. Ouais, 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 Ouais. bien sûr, parce que c'est le coup de starter pour relancer l'Amérique, hein. Ouais. Et maintenant, tu vas pouvoir conduire ton Dodge Ram ou ce que tu veux, comme tu veux. Et il va pouvoir être à 8 cylindres, 7 litres, comme tu Ah veux. oui, non, non, ça va. Il y a plein de choses qui sont liées à ça sur la production, que ce soit les véhicules, la production d'énergie, etc. C'est sûr que ça va changer beaucoup de choses, ouais. Ouais, c'est très intéressant, mais c'est surtout qu'il a un culot qui est phénoménal et actuellement, sa cote ne cesse d'augmenter. Alors Ouais, qu'avant, même pendant son premier mandat, il a fait une petite apparition de 0,3% positif. Là, j'ai vu aujourd'hui, il a 14% ouais, positif. Là, il y a plus que négatif, c'est immense. ouais, bien sûr. Surtout quand on pense à tous les gens qui expriment une certaine haine envers lui. Et il est en train de Mais ramener des sous, hein, je aussi. pense qu'il y a quelque chose qui plaît aussi, c'est le côté je fais ce que j'ai dit. Ouais, Ça, c'est pas, on n'a pas l'habitude.
On n'a pas l'habitude. On a toujours des tonnes de promesses de campagne, puis ensuite, bon, ben, on va s'en occuper, mais ça prend du temps, c'est plus compliqué. Lui, il arrive, il dit non, non, c'est pas compliqué, regardez, il suffit de signer, c'est pas compliqué. Et c'est vrai que même pour ceux qui passeront après, il met la barre haute dans le sens où il montre à tout le monde, non, non, en fait, quand on vous disait, oui, oui, les promesses de campagne, ça prend du temps et tout, non, non, ça prend pas de temps, il suffit de le faire. Ouais, Donc, il y a un côté de The New Sheriff in Town, tu vois, qui est en train de ouais, passer. ouais, c'est ça, c'est Uh-huh. ça, c'est ça. Non, Ouais. mais non, non, vraiment, bah là, maintenant, il y a plus qu'à attendre. Hein. C'est comme j'ai dit, hein, il faut laisser le temps que les choses se fassent et que. Mais il perd pas de temps, donc clairement, on devrait avoir des retombées assez rapides. Ouais. Ouais, et pour moi aussi, je suis surpris, alors que je m'attendais à beaucoup de choses. Je défendais Trump beaucoup auprès même de certains amis qui disaient ouais, mais on va voir quand on va arriver, est-ce qu'il va vraiment le faire? Et là, tout le monde est étonné de la rapidité. Ben oui, ah oui, Et on est tous prudents, on est tous. Bon, moi, il y a une seule chose sur laquelle je suis pas encore sûr complètement, c'est il avait obtenu de la part d'un banquier, j'oublie toujours son nom, So, je crois, qui s'était engagé pour investir 100 milliards aux États-Unis. ah oui, oui, Il lui a demandé 200 milliards et là, il est oui, oui, revenu, il a investi 500 milliards avec l'IA ouais, et la lutte contre le cancer avec des genres de vaccins compliqués, ouais, etc., etc. Là, je me méfie à cause de certaines des personnes impliquées dedans, ouais, ouais, j'entends. Ouais. etc. Mais c'est pas un idiot, Trump. Donc ça, on le voit dans tout. Même quand il a parlé, il a ouvert des conférences de presse, on lui pose des questions, même à Davos, quand on lui pose des questions, tu sens qu'il maîtrise tous les dossiers sur le bout des doigts, quoi. C'est une tronche, quoi. Il y en a dans la tête. Ouais. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Non, Mhm. non, il a travaillé de toute façon, c'est clair. Il est arrivé, on l'avait dit déjà au moment de l'élection, il était arrivé avec. Il avait beaucoup plus travaillé, il avait une approche beaucoup plus stratégique de l'élection. On le savait. Là, il avait préparé son élection. Voilà, si je suis élu, il faut que ça se passe comme ci, comme ça. Il avait déjà l'entourage, il y avait tout ce qu'il faut, quoi. Et puis on va voir après s'il va y avoir confirmation de toutes ces nominations. Le Sénat, les démocrates au Sénat ont réussi à repousser Tulsi Gabbard jusqu'après le 30 janvier, parce qu'ils vont chercher à retarder, etc. C'est la seule chose qu'ils puissent faire, etc. Mais même là, ils voulaient repousser Hegseth au ministère de la Défense, mais ils ont forcé un vote pour permettre de continuer. Et il y a eu 50 républicains qui ont voté pour le faire et un démocrate, ce qui est intéressant. Ouais. Comment il s'appelle de Pennsylvanie? Ah, ok, je ne connais pas. Oui, oui, le mec qui est un peu bizarre, qui était passé par toute une période, Fetterman, Ah, Fetterman, qui il est avait pris bizarre. un coup sur la tête, etc., qui n'était pas bien, mais là, il a rendu visite à Trump, et Trump va être très bon dans le fait de pouvoir coopter certaines personnes, parmi les démocrates également. Parce que les démocrates qui vont sentir le vent tourner, ils vont dire, nous, on va perdre les prochaines élections. Tu vois, Ouais. il vaudra mieux être du côté gagnant. Et, Ah oui, et, et, oui, oui, bah. et ça va être intéressant, etc. D'accord. Et quand est-ce que tu crois qu'il va y avoir un impact sur les prix, par exemple? Parce qu'il y a eu une inflation, etc. Quand est-ce que tu crois que ça va venir, ça? Bah, nous, déjà, je pense que sur l'essence, ça va se voir rapidement, avec, la réouverture des pipelines. Je pense que ça sur l'essence, ça va se voir assez rapidement, parce que même si c'est pas directement lié, il y a toujours on voit toujours les changements, nous qui avons les prix en direct vraiment qui changent tout le temps. Tu vas à la pompe, le lendemain, le prix est différent. Hem il y a toujours des rapports entre ce qui se passe dans le milieu pétrolier, et cetera, et le prix à la pompe, ici. Donc je pense que ça va se voir assez rapidement. Heu, sur le reste, là, il y a toujours cette histoire de income tax qui est toujours dans les papiers. On ne sait pas si ça va se faire ou pas, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais Je crois qu'il va y heu, aller progressivement, étape par étape. Tu as vu ce qu'il a annoncé, c'est qu'il ne va pas y avoir
d'impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires déjà. Ouais, ouais, Et ouais. donc là, c'est le premier pas pour commencer à écraser les impôts sur le revenu. Je crois le fait qu'il a annoncé le ERS pour remplacer le IRS, c'est déjà significatif. IRS, c'est Internal Revenue Service. Et là, il fait le External Revenue Service. Ça veut dire que, quelque part, il veut ramener une Amérique à avant le 16e amendement. Le 16e amendement, c'est la création de l'impôt sur le revenu qui s'est passé vers 1913, si je ne m'abuse. Et avant, l'Amérique vivait complètement des impôts sur l'importation, Ouais, ouais. sur ce qu'on appelle les tariffs. Oui, oui, sur les Et, tarifs. Ouais. et, et le plus grand défendeur de tariffs, c'était le président Andrew Jackson. Et c'est pas par hasard que dans le bureau ovale maintenant, pendant qu'il est en train de signer tous les trucs, le portrait qu'on voit derrière lui, c'est Andrew Jackson. Parce qu'il ne Ouais, rate pas une chose, le père Trump, tu ouais, vois, là-dessus. ouais. Et donc, je crois que progressivement, il sait que la seule façon d'éliminer l'état profond, c'est d'affamer la bête. Il faut arrêter de nourrir la bête. Et la bête est en état profond. Et la seule façon de le faire, c'est que si tu réduis pour que tout soit dépendant au niveau du budget de l'État sur les impôts sur l'importation, ben, tu ne vas pas avoir cet impôt sur le revenu sans fin sur lequel l'État va pouvoir se gaver. Et quand les gens Non, vont bien être sûr. obligés de payer des impôts sur le revenu, c'est une autre Amérique, hein. C'est une Amérique indépendante à partir de là. C'est les gens qui sont libres. Si tu gagnes de l'argent et tu peux le garder, tu ne penses pas de la même façon, hein. Mais parce que déjà, bon, il y a plusieurs États, dont ici, où il n'y a pas d'impôt sur le revenu sur les salariés, sur les privés. Pour l'État. Mais Mais je parle de fédéral. voilà, non, mais je sais. Mais ce qui va faire la vraie différence, c'est sur les gens qui ont leurs entreprises, sur les indépendants, etc. C'est là que ça va faire la différence pour de vrai, parce que c'est eux qui ont énormément à gagner là-dessus, en vérité. Bien sûr. Ben, comme ce que tu fais toi. Ah Toi, oui. tu es un indépendant, tu fais des choses, etc. Ben, d'un seul coup, si tu as cet excès d'argent, et chaque personne, c'est ce que les gens ne comprennent pas par rapport à un entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur, il fait des choses parce que ça lui plaît. Ce qu'il fait lui plaît d'abord. Toi, tu aimes bien accueillir des gens, etc. Et ça te plaît de voir leur réaction. Et si d'un seul coup, tu as un peu d'argent en plus, bah, tu vas remettre cet argent pour faire encore Non, mais plus bien plaisir. sûr. Non, mais bah, ça, c'est évident. Je pense que ça, enfin oui, c'est vrai que des fois, c'est peut-être obligé de le rappeler, mais c'est vrai qu'on est obligé de rappeler que oui, tout cet argent qui nous est pris pour les taxes, etc., c'est de l'argent que tu ne peux pas réinvestir. C'est Voilà. évident. Moi, je vois la différence d'impôts entre ce que je payais en France et ce que je paye ici, qui est considérable, c'est de l'argent que j'ai entièrement réinvesti et qui m'a permis de me développer, etc., d'embaucher plus de monde, d'avoir plus d'équipements, plus de matériel. Et c'est évident. Et si j'avais encore plus, bah, je ferais encore plus. Donc c'est bon pour tout le monde. C'est évidemment excellent pour l'économie. Et c'est vrai que c'est tellement basique, mais en France, on a oublié ça parce que c'est vrai qu'en France, on fonctionne tellement avec un système de tout taxer tout le temps. Ouais, ouais, Il y a ouais. que ça. On taxe, on subventionne, on taxe, on subventionne. On a oublié qu'en fait, les gens, les entrepreneurs, quand ils ont à disposition leur argent, bah, ils se développent et qu'un entrepreneur qui se développe, bah, c'est bon pour tout le monde en fait. C'est de l'argent qui Sans circule. avoir à penser à payer ton expert comptable, ton commissaire aux comptes et tous ces gens-là, etc., qui coûtent la Ouais, peau des fesses et qui servent à bien sûr, rien. bien sûr. Et, Non, et- non, et et- et- c'est évident, c'est évident. C'est évident. Donc Mhm. ça, je pense que ça ferait une grosse différence. Mais de manière générale, tout ce qui est lié à la production, etc. Je me rappelle sur le premier mandat, parce que sur le premier mandat, il avait déjà énormément dérégularisé la production Ouais, aux États-Unis et on avait eu des retombées assez rapides. Donc, je suis pas assez expert pour te dire exactement quand est-ce que ça va arriver, mais je pense que là, on sort d'un énorme pic d'inflation, etc. Donc, je pense que ça va déjà calmer beaucoup de choses. On a vu que ça a explosé au niveau des crypto-monnaies, rien que par, entre ouais. guillemets, spéculation, c'est-à-dire sur le fait même que Trump arrive au pouvoir, voilà, entouré de Musk, etc., qui parle d'investir dans la crypto-monnaie, tout ça, ça a fait déjà exploser les crypto-monnaies. Donc,
Je pense qu'il y a plein de choses entre le, entre les énergies, la crypto-monnaie, etc. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont monter, qui vont faire des retombées intéressantes, quoi. Est-ce qu'on entend encore parler un peu les démocrates sur les médias ou sur autre chose? Ben, j'en sais rien, moi c'est difficile parce que tu sais, je regarde pas la télé, je regarde très peu de. Enfin, oui, moi, je peux même pas te dire parce que d'une, je regarde pas la télé, de deux, ici j'en vois très très peu des démocrates. Ça m'arrive quasiment jamais. Non, mais c'est vrai. Parce que encore si je vivais à Dallas ou quoi, bon, tu vois. Mais moi, j'en vois jamais. Jamais, jamais. Donc toutes les discussions que j'ai, c'est avec des gens qui sont des conservateurs convaincus. Donc j'ai du mal à tâter. Je suis vraiment pas assez exposé. J'ai du mal à me rendre compte, tu vois, de ce qui se passe de leur côté. Je vois bien la détresse un peu sur les réseaux et tout, mais même sur les réseaux, tout ça, je m'y expose pas beaucoup parce que j'ai pas énormément de temps à consacrer au réseau et tout, donc je vais juste sur les choses qui m'intéressent. Donc je t'avoue que je sais pas où ils en sont, mais je pense qu'il y a je pense qu'il y a une sorte de vent de panique quand même, à mon avis. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il y a encore plus de vent de panique, c'est en Europe. Ah oui, bah là, par contre, j'ai vu. C'est Ouais. surtout au niveau parce que regarde, tu parlais du fait que on va sentir le prix de l'essence baisser. Mais Trump est déjà en train de faire pression sur l'Arabie Saoudite pour baisser le prix du pétrole également. Si ça baisse en Amérique et il réussira à faire pression sur l'Arabie Saoudite pour faire baisser le prix du pétrole de façon générale, ben, que va faire l'Europe? Que va faire Ouais. l'Europe? Parce que quand le prix du pétrole va baisser, ben, on sait qu'au niveau de la pompe, l'essence, la raison pour laquelle c'est tellement élevé en Europe, c'est parce que c'est des taxes. Oui, bien C'est une sûr. taxation. Donc, s'ils seront obligés de baisser en même temps pour quand même ça correspond à quelque chose, les taxes vont baisser. Donc, les revenus de l'État vont baisser. Et oui, parce que c'est Donc, ça. En fait, indirectement, il va avoir un bon effet aussi. c'est une grosse arnaque de communication en Europe quand en fait, quand les gens, quand le prix de l'essence était monté à 2 euros, etc., ou quand il est très haut, les gens se plaignent et l'État dit mais non, mais nous, on n'a rien changé, les taxes sont les mêmes, c'est le prix du baril qui a augmenté. Mais en fait, c'est une C'est faux. arnaque parce que les taxes, c'est un pourcentage. Les taxes, c'est pas un chiffre. Ils disent pas on taxe 40 centimes le litre. Ils disent on taxe 70-80%. Ouais, Donc c'est un quand peu le plus de prix du baril 80% en France. voilà. Donc, quand le prix du baril augmente, les taxes, le prix des taxes augmente puisque c'est 80% du prix du pétrole. Oui. Donc, ils arnaquent les gens en disant non, non, mais nous, on n'a pas augmenté, alors que bien sûr que eux, ils augmentent leurs revenus et ils pourraient pallier, ils ont un levier énorme pour pallier au prix de l'essence. Ils pourraient avoir un prix d'essence constant en France en disant bah, quand le prix du baril augmente, on baisse le pourcentage de taxes. Quand il descend, on remonte comme ça, c'est toujours le même prix. Ils pourraient, en fait, en vérité. Mais Ouais. ils font jamais ça parce que eux, ça les Écoute, arrange. Donc, eux, plus le prix du baril augmente, plus ça les arrange en vérité. Donc, ben, comme tu dis, le jour où ça descend, c'est moins d'argent depuis, dans leur caisse. depuis les accords entre tous les pays producteurs de pétrole, euh, il y a le prix du baril est le même dans le monde entier. Il Ouais. n'y a aucune raison que l'essence soit plus chère en Europe qu'aux États-Unis. Et pourtant, elle est plus du double. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui. Ah bah là, moi, entre ce que je paye moi et ce qu'ils payent en ce moment en France, on est à 3 fois quasiment. On est Ouais, juste trois en dessous fois. de 3 fois. Parce que moi, je Ouais. suis à 65 centimes le litre. À peu près, si on fait centimes d'euros, si on convertit en euros litre d'essence, parce qu'ici, c'est en dollars et au gallon, je suis à peu près à 65 centimes d'euros le litre. Donc, et Oui, eux, oui. en France, ils sont à peu près à 1,80, un truc comme ça, 1,70. Ouais, Donc, on est par là, ouais. quasiment à 3 fois, tu vois. Ouais, ouais, effectivement. Et puis là, d'un seul coup, ça risque de tomber. Aux États-Unis, ça risque de tomber d'au moins 40%, voire 50%. Mais oui, oui, mais je me rappelle quand j'ai commencé à venir en 2017, déjà, nous, on était autour de 2 dollars et quelques le gallon, Ouais. tu vois. Donc c'est déjà, entre guillemets, 60-70 centimes de moins au gallon que ce qu'on paye aujourd'hui. Donc, et c'était déjà, et les gens se plaignaient déjà que ce soit cher, entre guillemets, par rapport à ce que ça avait été. Donc, oui, oui. Ah, si on descend en dessous de 2 dollars le gallon, ça serait exceptionnel, hein. Mais c'est fort possible, hein, et fort probable d'ailleurs, si tout continue comme il le faut. Mais c'est pour ça que je crois que Trump va continuer à attaquer sur tous les plans.
pour empêcher les autres de réagir sur un plan ou un autre. C'est intéressant. Ouais. Est-ce que tu restes en contact avec pas mal de gens en France? Oui, oui, bah déjà en plus on a enfin moi oui, j'ai pas mal de gens en France, puis je travaille avec beaucoup de Français et tout. Mais et puis en plus comme tu sais, nous on a le podcast, on a Radio Dixie, donc je suis obligé de m'informer un petit peu sur ce qui se Ouais. passe en France pour pouvoir le commenter sur le podcast. Donc oui, oui, j'ai quand même toujours une oreille en France, savoir ce qui se passe. Ouais. Et quand les gens viennent faire leur voyage avec toi, leur tour, etc., est-ce que les gens parlent politique ou culture? Oui. Oui, oui, parce qu'il y a un tel décalage. En fait, j'entends le même discours. Tu sais, j'ai des clients presque toutes les semaines. Des clients différents presque toutes les semaines et on passe beaucoup de temps ensemble puisque tu sais, je les emmène chasser tout ça et tout, donc on passe beaucoup de temps dans la voiture, enfin à chasser à plein de choses. J'entends le même discours toutes les semaines. En fait, les gens, il y a un tel décalage entre ce qu'ils vivent en France et ce qu'ils vivent quand ils viennent ici ils le commentent parce que ça leur paraît, il y a des choses qui leur paraissent surréalistes. Donc oui, oui, c'est évident. Et puis ça ne va qu'en ça, enfin moi, ça ne va qu'en s'aggravant pour le moment en France. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de mieux. Et c'est un petit peu ce que je reproche au modèle enfin ce que je reproche comment dire. En fait, on a l'impression, il y a beaucoup de gens qui ont un peu d'espoir en France dans le sens où ils voient les votes s'améliorer. Ah oui, mais chaque année, il y a un peu plus tu vois, de votants à droite, etc. Alors qu'en vérité, bon, c'est beaucoup aussi la droite qui se gauchise, mais c'est surtout que, ok, très bien, mais enlève ça. Ok, très bien, il y a de plus en plus de votants. Maintenant, on prend ces 50 dernières années, qu'est-ce qui va mieux? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Est-ce que tu as un point ou un moment ça va mieux que l'année d'avant sur ces 50 dernières années en France? En France, la dernière fois où il y a des choses qui se sont améliorées, c'était entre 69 et 74. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est Ouais, vrai, c'est c'est à ça, un l'époque peu le souci. Pompidou où il y a eu un Oui, essor. Avant, il fallait attendre 2 ans pour avoir le téléphone, puis après, on pouvait l'avoir en 2 jours. Tu vois, oui, voilà, c'est ça. et il y a des Bon. choses comme mais c'était l'époque, encore de la croissance et ensuite, quand Mais Giscard est arrivé, c'est la chienlit qui oui, c'est allé de est mal en pis après, ouais. voilà. Donc en fait, c'est ça, en France, on n'a aucune amélioration notable sur aucun sujet, ça ne va que en pire sur absolument tout. Malgré le fait, tu as l'impression, oui, mais il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux ou qui sont convertis à notre cause, ben, c'est encore pire. Parce que comment ça se fait qu'il n'y ait pas comment ça se fait qu'il y ait pas de parallèle entre les convictions des gens et ce qui se passe actuellement concrètement dans le pays? Mais ça montre que c'est encore plus une arnaque. Donc c'est assez terrible. Donc c'est vrai que voir les choses je pense qu'il y a beaucoup de Français qui avaient oublié qu'on peut faire marche arrière, que en fait Hein, c'est hein. pas une fatalité et qu'en fait les choses peuvent aller dans l'autre sens. Et là de voir ça, typiquement la suppression du droit du sol, c'est Ouais. incroyable. Pour des Français, c'est le saint graal. On y est, enfin c'est vraiment le truc inespéré quoi. Et en fait, c'est aussi simple qu'une signature sur un papier quoi. Bon, en France, ce serait plus compliqué que ça, mais Hein, hein. tu m'as compris quoi. C'est faisable quoi. Et là, de voir ça, je pense que les gens se disent ah, putain, c'est terrible. Mais ça ne tient qu'au. C'est ce que je dis toujours. Une recette de cuisine, elle tient à la qualité de ses ingrédients. Tu peux avoir la meilleure recette possible, tu pourras pas faire une bonne recette si tu as des ingrédients Eco Plus. Et le problème en France, c'est le matériel humain. C'est que c'est ça le souci. C'est que le problème en France, c'est les gens. C'est pas Ben, écoute, en parlant de matériel humain, moi, je trouve ça, c'est très intéressant parce que on peut toujours déplorer ce qui est en train de se passer. Mais je crois que pour tous les gens qui nous regardent, ils ont besoin de comprendre une chose. Si vous comprenez l'activité de Baptiste, ce qu'il fait, c'est que Baptiste accueille plein de Français, surtout des Français, qui vont passer une semaine ou 2 semaines, etc., aux États-Unis, ils vont aller chasser ensemble, ils vont aller découvrir des tas de trucs. Mais donc, chaque semaine, presque comme un prédicateur, quelque part, Baptiste va être en train de partager le rêve américain pour que les gens goûtent un peu au rêve américain, au style de vie américain, et qu'ils découvrent certaines choses. Et je crois que dans ce sens-là, toi, tu es en train de contribuer à changer la matière humaine, quelque part, pour les Français qui viennent. Une personne à la fois, etc. Mais on ne sait pas
combien de gens ces gens-là vont toucher en rentrant et tout ça, etc. Donc, je crois qu'il y a une grande contribution philosophique, politique, culturelle, etc. Et seulement pour accentuer ça, de ton point de vue, quelles sont les choses qui impactent les Français le plus quand ils viennent aux États-Unis, quand ils participent à tes voyages? Encore une fois, le truc, c'est que déjà, alors, c'est un peu compliqué parce que c'est trop général comme question, parce que déjà, moi, je fais visiter déjà que le Texas. Et en plus de ça, que le Texas rural. Donc, c'est une partie particulière des États-Unis. Les gens qui viennent faire un séjour avec moi, parce que moi, je suis quand même, mon premier métier, c'est guide de chasse. Je fais guide de chasse, guide touristique. Donc, les gens qui viennent avec moi, ils n'ont pas la même expérience que les gens qui vont visiter New York ou Miami, ou tu vois, Ouais, ouais. ils viennent pour des raisons différentes et ils expérimentent quelque chose de totalement différent. Et ensuite, forcément, du coup, ça sélectionne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même expérience, mais de toute façon, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce pas les mêmes personnes qui veulent aller voir euh, Washington, tu vois, Atlanta, etc., que les gens qui veulent venir chasser dans les plaines du Texas. C'est pas les mêmes. Donc forcément, moi, ça sélectionne déjà des gens particuliers euh, qui sont déjà des gens dans un registre traditionnel. J'ai beaucoup, beaucoup de ruraux, c'est beaucoup des religieux, c'est des gens qui sont. Donc, forcément, pour eux, le Texas, c'est un petit peu la terre promise. Il y a le côté. Mmh. Il y a tout ce côté-là est très présent. La nature sauvage, le conservatisme, le rêve de liberté, etc. Donc, c'est des gens qui sont conquis déjà. D'accord. Mais tu est-ce que tu peux donner des exemples peut-être? Je sais que ça va être De anecdotique ce qui parce les qu'on ne peut pas choque, généraliser, mais des choses qui frappent quand même des Français quand même si ils ont une prédisposition positive. moi, ce qui choque mes clients beaucoup, c'est la gentillesse des gens, le côté Southern Hospitality, vraiment. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hospitalité du Sud ici, c'est-à-dire vous allez dans un magasin, les gens parlent avec vous comme s'ils vous connaissaient, vous passez à la caissière elle vous dit: «Vous faites quoi cet après-midi? J'adore votre manteau», enfin des choses, donc Mmh. ça ils ont pas du tout l'habitude, tout le monde est très, très bienveillant. Ensuite, la route, c'est-à-dire que, les gens se comportent très bien sur la route. Alors c'est marrant parce que pour des gens qui viennent d'autres États, des fois conduire au Texas, ils se disent: «Oh là là, au Texas tout le monde conduit vite et tout», mais quand tu viens de France, les gens sont tellement. Enfin, il y a un tel décalage. En France, c'est beaucoup, beaucoup plus le bordel. La route ici, c'est très respectueux. Enfin, il y a toujours des connards, hein, évidemment, mais je veux dire, c'est infinitésimement plus petit que ce que tu vas trouver en France. Du coup, c'est facile pour les Français de conduire ici, de dire là. Moi, je me rappelle, tiens, j'ai des clients là qui étaient là, il y a 2 semaines. Ils me disaient, c'est marrant, on n'entend jamais de klaxon. Et en fait, bah oui, parce que ici on klaxonne quand il y a besoin de klaxonner. On klaxonne pas juste parce qu'on n'est pas content. Mais on a tellement l'habitude en France du brouhaha sur la route, de Mmh. l'incivilité, que les gens le notifient. Donc ça, c'est ça. Après, il y a donc je dis, ouais, la gentillesse, beaucoup les choses. Et puis après, c'est voilà le côté la conservation des traditions. C'est-à-dire, ici, c'est l'Ouest et en fait, les gens continuent à s'habiller comme ça. Il y a une vraie transmission de la façon des tenues, de la religion, des traditions. On travaille, je leur fais visiter des ranchs, etc. On travaille encore le bétail de façon traditionnelle, comme on le faisait il y a 100 ans, comme on le faisait il y a 200 ans. Donc ça, ça les fait rêver aussi parce que c'est vrai qu'en France, on a vécu vraiment on a en France pourtant une tradition qui est infiniment plus riche, enfin qui est Ouais. millénaire. Et en fait, on a connu cette espèce de cassure et qui est très dur aujourd'hui. Aujourd'hui, on souffle sur les braises pour essayer de faire repartir un petit peu, mais il y a eu une vraie cassure dans la transmission des traditions qu'il n'y a pas eu ici, spécialement au Texas. C'est vrai que il y a les gens mangent, vivent vraiment à la texane. Tout, c'est surtout dans les petites villes et à la campagne, quoi. Je veux dire, c'est donc tout ça, c'est-à-dire que même pour des clients qui savent un peu ce qu'ils viennent chercher, ça les surprend, ça les surprend. Hein, hein. Hein, hein. Ils sont dépaysés quand même. Ah oui, oui. Oui, puis après il y a d'autres choses qui ont rien à voir, hein, mais les gens sont très surpris de la taille, des distances. Ici au Texas, Ouais. bon, l'État est très grand, il y a une faible densité de population, donc on fait de grandes, grandes distances tout le temps, tout est grand, tout est loin,
Ben, Voilà, donc ça c'est vrai que l'État en superficie est plus grand que la France. oui, 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 l'État est plus grand que la France et puis il y a 3 fois moins de densité de population, donc Ouais. ça fait des grandes étendues, voilà, donc ça, c'est vrai que ça les surprend aussi, hein, les gens s'y attendent pas. Et Moi, j'ai beaucoup de automatiquement, gens, il y a un sens de liberté quand on est sur la route. ah ouais. Ah oui, 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 Automatiquement, oui. qui est très dur à expliquer à des Européens. Moi, j'étais en train de parler avec pas mal de gens, et cetera, parce que mon fils était venu me rendre visite ici en France, puis on parlait de certaines choses, et puis on parlait de la notion du road trip aux États-Unis. On Ouais, va faire un road trip. On se réunit avec des copains, puis on va faire un road trip. Un road trip, ça ne veut pas dire qu'on décide d'aller quelque part précisément. On va aller sur la route. On va aller rouler ouais, à la découverte de l'Amérique profonde ou quoi que ce soit. C'est un road trip. C'est le plaisir d'être sur la route ensemble. Et il y a un plaisir dans le fait d'être sur la route ouais. pour rouler. Bah, les routes sont belles, grandes, enfin, s pas encombrées, c'est vrai. Les interstates, c'est un plaisir, hein. Tu te mets sur une interstate, puis tu roules et puis tu vois plein de nature. C'est dans des magnifiques paysages, c'est tout droit, il y a pas de Ouais. enfin voilà, c'est aussi simple que ça, quoi, que de juste suivre la route. Il y a toujours des endroits pour s'arrêter, il y a toujours des stations, des petits endroits pour manger, tout ça. Même au milieu de nulle part, il y a toujours des gens qui ont une petite guérite qui vendent à manger, Ouais, ouais. il y a toujours un petit truc tenu par des vieilles Il y au a, il milieu y a un de la campagne. steakhouse, si je me souviens bien, pas très loin de chez toi. Pas très loin. Pas très loin en termes américains ou texans. Oui, oui. Il est sur la 40. Je crois qu'il est juste à l'ouest de Amarillo. Il y a un steakhouse où Ah oui, oui, oui. si tu Big manges des Tex. 72 onces en moins d'une heure avec tout ce qui Big vient Tex, avec, c'est c'est gratuit. Big Tex à Amarillo. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, Ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais. Si tu manges le steak, en moins de je sais plus combien de temps, il est Moins gratuit, ouais, d'une ouais. heure, il y a 72 onces. 72 onces, bah, tu sais combien ça fait? Ça fait 2 kg 4, un truc Ouais, comme ouais, c'est ça. énorme. Et c'est en viande, plus le maïs, le pain et tous les trucs qui viennent avec, etc. Ouais, Et il faut que tu manges tout ça en moins d'une heure. Et si tu arrives à manger ça en moins d'une heure, bah, c'est gratuit. ouais. Là, c'est marrant. Ça, Ouais. c'est dans le Panhandle, vraiment, La première fois où je suis tombé sur cet endroit-là, je me souviens, j'étais avec un ami français qui était avec moi et on allait de Phoenix à New York et puis on avait décidé de passer par la 40, etc. Et c'était en octobre 85, tu vois, donc ça remonte un bout de temps. ouais. Tu peux même prendre un bout de la route 66 parce que c'est là où elle passe, juste au-dessus, C'est exactement la même. C'est-à-dire, si on prend de Chicago, on prend la 44 qui descend par Springfield, Missouri, par Tulsa et Ouais, ouais. Oklahoma City, puis ensuite ça rejoint la 40. Et après, elle passe complètement par Albuquerque, par Flagstaff et jusqu'à Los Angeles. Mais elle longe, en fin de compte, l'ancienne route 66 qui Ouais, est, ouais, ouais. qui est sympa, qui est le fameux Get Your Kicks on Route 66, qui, est, qui Ouais, ouais, était, ouais. qui était la notion même du road trip. Et ça, c'est Ah des bah, choses qui c'était sont ouais, difficiles à expliquer à des Français. Moi, il fut un temps, moi, j'ai invité des gens, j'organisais des voyages où tous les hôtels étaient réservés, puis les gens avaient leur voiture, et il y avait tout l'itinéraire qui était fait, mais ils avaient une liberté pour pas rouler d'un endroit à l'autre parce que je croyais que c'était la seule façon où on pouvait donner cette sensation à des Français de ressentir l'Amérique profonde. ouais, ouais. Ouais, c'est Et, pas faux. C'est pas faux. De toute façon, il faut moi j'emmène, bon, c'est vrai que moi j'emmène les gens vraiment dans des endroits, complètement, enfin, on est loin des grandes villes, tout ça, donc on va dans des petites villes, dans des petits restos, pas du tout des lieux pas du tout touristiques, et cetera. Donc ils voient les gens et puis même les gens avec qui je travaille, les autres guides avec qui je travaille, et cetera. Forcément, c'est des gens, des ruraux, tout ça, donc ils voient un peu la façon de vivre, c'est comme les ranchs que je fais visiter, tout ça, c'est loin de c'est loin de l'image que les gens ont de l'Amérique, et cetera. C'est vrai que surtout que les Français ont de l'Amérique, ben, écoute, je pense que Baptiste, c'est important que les gens sachent. Je sais que dans tout ce que tu fais déjà, dans ce cadre-là, tu es déjà complètement pris, complètement plein, là, booké je prends les pour tout réservations sur 2025. 2026. Donc, tu commences 2026. Alors dis-nous un peu
ce que tu vas faire en 2026 avec tous ceux qui vont venir? Et Bah, ce qu'ils doivent nous, on a faire pour pouvoir venir? Nous, on a un catalogue d'activités. En fait, les gens nous contactent. Les gens contactent, ils disent on est 2, 3, enfin voilà, on veut faire un voyage et tout. Et en fait, on a un catalogue d'activités, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Donc, il y a le guide touristique. Donc ça, c'est s'ils veulent visiter, aller voir des restaurants, des saloons, aller voir un rodéo, aller visiter un ranch, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est compris dans le guide touristique, mais c'est eux qui choisissent le programme, entre guillemets. C'est-à-dire que ils me disent, bah, nous, on aimerait un peu faire ça, ça, ça. Et après, moi, je concocte le programme en fonction de eux, ce qu'ils ont envie de faire. Et là, je viens les chercher à leur hôtel et je les emmène et tout. Donc ça, c'est l'activité de tourisme. Et à côté de ça, on a toutes nos activités outdoor. Donc la chasse, différentes chasses, différentes pêches, on a notre stand de tir, etc. Donc ils sélectionnent les activités sur le catalogue. Ensuite, moi, je les organise, j'organise ça sur les dates sur lesquelles on se met d'accord. Et ensuite, ils ont la possibilité d'ajouter le billet d'avion et ou le logement. Donc, il y en a, ils ont déjà leur billet, ils veulent juste le logement, d'autres l'inverse, etc. Mais voilà, on peut avoir billet, logement, plus les activités. Et puis après, bah voilà, hein, après, il faut s'y prendre très en avance parce que voilà, comme je dis, là, on prend là, il faut faire les réservations pour 2026. Donc, nous, ce qu'on est en train d'ajouter, c'est on est en train d'ajouter des chasses un peu plus premium là qu'on va pouvoir lancer bientôt. On travaille avec on est en train de signer des accords avec une grande réserve de chasse pour pouvoir faire des chasses sur des gros gibiers et puis sur d'autres choses. Donc, on va sûrement rajouter la chasse au bison, la chasse à l'ours, voilà, ce genre de choses. Donc là, on est en train de Du travailler sérieux, là-dessus. là? Voilà, bon, après, on fait déjà pas mal de chasses intéressantes. On fait quand même la chasse à l'alligator tous les ans, etc. Mais voilà, on est en train de un peu rajouter ça. Mais sinon, pour les gens même qui chassent pas ou quoi, il y a plein de choses à faire, hein. Comme j'ai dit, entre le tourisme, on fait des grandes balades à cheval. On travaille avec un ranch on fait faire nos clients des grandes balades à cheval le long de la Brazos River. Donc c'est vraiment, c'est en pleine campagne, le long de Brazos. C'est vraiment super chouette, quoi. Ça, c'est l'expérience, c'est la belle expérience aussi de l'Ouest américain. Donc on a plein de choses comme ça. On a même je reçois même des familles, etc. Même si le gros de ma clientèle, c'est pour la chasse, évidemment. Je fais aussi pas mal de tourisme et de choses comme ça. En plus, c'est la deuxième activité que je fais le plus, on va dire. Ben, pour tous ceux que ça intéressera, on va l'afficher là, quand vous allez être en train de regarder ici, comment contacter Baptiste ainsi que tous ses services pour pouvoir en profiter pleinement parce que c'est important, pas seulement pour vous, mais vous savez, nul n'est prophète en son pays. Et même si vous croyez dans beaucoup des choses qu'on soutient, dans lesquelles on va, dans le sens desquels on va, c'est important de vous faire accompagner dans le fait d'amener d'autres personnes dans ce sens-là. Ouais. Et donc d'amener vos amis à rencontrer Baptiste, à rencontrer les gens qui travaillent avec lui, et pour que vous puissiez être exposé à tout ça, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Ils pourraient pas, l'expérience qu'on fait vivre, je le dis à chaque fois, mais les gens ne pourraient pas le faire par eux-mêmes. C'est impossible. Et d'ailleurs, je ne conse- le Texas, c'est un État que je conseille vraiment pas de venir visiter par soi-même sans avoir de contact sur place. Parce que la taille, comme on l'a dit, la taille de l'État fait que vous allez être perdu très vite. Pas Perdu. perdu dans le sens où vous savez pas où vous êtes, mais vous ne saurez pas quoi faire. Et au Texas, vous pouvez rouler pendant des heures sans rien voir. Donc si vous savez pas où vous allez, si vous savez pas où aller, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller dans les grandes villes parce que c'est le seul endroit que vous allez trouver sur Internet et vous allez passer à côté de ce qu'est l'État. Ouais. C'est vraiment un État qui est pas tourné du tout sur le tourisme et donc les choses sont pas évidentes à trouver. Donc c'est vraiment, je le dis, si vous ne connaissez personne, etc., ne venez pas sans guide parce que c'est dommage. Vous allez passer à côté de l'expérience et vous allez passer à côté de ce que le Texas a vraiment à offrir, quoi. Ouais, et surtout, si on a un réflexe européen, on aura tendance à aller vers les grandes villes, et puis c'est Eh pas là où oui, ça se bah, passe. toujours, toujours, toujours. Ouais, Moi, tous mes clients, je sais que quand au début, ils ont des choses en tête, c'est ah ben on s'était dit de faire Dallas, Houston, etc. Je leur dis vraiment, enfin, c'est les pires endroits, quoi. Vous allez bien vraiment sûr. pas. C'est terrible, mais c'est pas ça. Et surtout, il n'y a pas. En fait, en Europe, les points d'intérêt sont centralisés. Ouais. L'histoire de l'Europe fait que les gens se sont regroupés, ont bâti des civilisations ensemble, etc. Urbaine, Comment? urbaine surtout. Oui, exactement. Je disais, oui, en Europe, de manière générale, les points d'intérêt sont centralisés. Donc, si vous allez visiter un monument, par exemple, vous vous dites, tiens, on va aller faire, je sais pas moi, on va aller visiter la citadelle de Carcassonne ou quelque chose comme ça. Je pense à Vous Carcassonne, moi.
Voilà, bah, vous vous garez, vous allez visiter et puis après vous dites: «Bah, on fera tout ce qu'il y a autour». Sauf qu'au Texas, il y a rien autour, en fait. Si vous allez voir un point d'intérêt, il y a le point d'intérêt et rien autour. Donc faut reprendre la voiture et puis refaire de la route pour aller autre part et cetera et c'est pour ça que c'est vraiment je le dis, je pen il y a beaucoup de gens qui disent: «Non, mais nous, on a l'habitude et tout». Non, non, Non. je vous assure Et je crois que que les Européens ne comprennent pas que l'Amérique a été créée pour des Américains pour foutre le camp. Pas pour voilà, se réunir quelque part, mais pour foutre exactement. le camp et avoir la liberté. Et, Ouais. et donc, c'est un tout autre concept. Et quand on n'a pas l'habitude de cette liberté, comme tu disais tout à l'heure, on se sent perdu au début. Et oui. Et oui, oui. Et oui, oui, là, le Texas, il faut bien comprendre, les gens voyageaient énormément, les gens vivaient complètement éparpillés. C'est un État qui s'est fait où les gens trouvaient. C'est déjà les gens qui sont venus ici pour y habiter, c'est des gens qui avaient un besoin de liberté, etc. Tout le monde avait un cheval. C'est une énorme différence avec au 19e siècle au Texas. Tout le monde avait un cheval, ce qui est vraiment pas du tout le cas du 19e siècle en France, où l'habitant moyen n'a pas un cheval, il n'a aucun intérêt à avoir un Ouais, cheval. Il prend les routes et puis de toute façon, il reste généralement dans son village ou dans sa ville. Il n'a ouais, pas d'intérêt à avoir un cheval. Et s'il doit vraiment aller autre part, il prendra une voiture, il prendra une carriole pour aller quelque part. Tandis qu'au Texas, tout le monde avait un cheval parce que les gens étaient éparpillés. La ferme de machin, elle était là-bas à l'autre bout, l'autre, elle était là. Et puis les gens changeaient, ils disaient: ah bah tiens, j'ai fait quelques mois à Fort Worth, mais bon, j'ai pas fait la fortune, je vais aller me refaire à Amarillo, et puis je vais aller me refaire à Abilene, et puis je vais aller me refaire à Austin. Et dans l'année, ils avaient changé 5 fois de ville, ils avaient fait 10 jours de cheval pour aller d'un côté, et puis 7 jours pour aller de l'autre, etc. Et du coup, force est de constater que 100 ans plus tard, même si aujourd'hui les choses se sont urbanisées, etc., ça garde les marques de ça. On voit comment ouais. ça a été fait, on voit que ça a été fait pour être comme ça. Donc c'est très, très différent, ouais, très différent. C'est-à-dire, dans l'âme et l'histoire du Texan moyen, il y a encore l'écho des sabots du cheval qui Ah oui, passe et tout ça, tu vois. C'est bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, même dans la mentalité de manière générale, oui, c'est vrai que il a gardé ça, ce côté de désir d'aventure, de liberté, il est encore, on voit que ça a été Mmh. construit comme ça, quoi. Bah, moi, j'ai vécu en Arizona où, tu sais, c'est le Ah même oui, genre de c'est choses, hein, pareil, tu vois? C'est pareil. complètement pareil. Bien qu'il y ait une urbanisation également, mais qui est encore plus étalée même que, au Texas, tu vois? Ouais. Donc les gens ont l'habitude de partir, de faire des choses. Écoute, on va terminer là-dessus, Baptiste. Je te remercie beaucoup Bah, merci de m'avoir pour tout invité. ton temps ici. Ce fut un très grand plaisir de partager ces moments et surtout, pour que les gens entendent de ton point de vue en tant que Français vivant aux États-Unis, mais qui maintenant, dans ta tête, on te sent très américain, tout en étant encore imprégné de la culture française, mais ta perception sur tout ce qui est en train de se passer avec Trump, avec l'avenir de l'Amérique, je crois qu'on a tous beaucoup de raisons de nous réjouir. Et à toi les mots de la fin. Bah, écoutez, merci encore, hein, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. J'espère, c'est toujours intéressant de parler à un autre public et les gens, si ça les intéresse de suivre un peu ce que je fais, j'ai un podcast qui est, au moins bimensuel, celui qui est dispo gratuitement sur YouTube, qui s'appelle Radio Dixie. Voilà, et je parle avec une autre personne qui est expatriée aussi, qui lui vit en Colombie. Et justement, on parle de tout ça, on parle beaucoup de libéralisme économique, on fait des analyses un petit peu de fait de société. En France, on compare avec les États-Unis, on suit l'actualité américaine. Donc je pense que les gens, ça peut les intéresser. Et puis pour ceux qui veulent venir vivre l'aventure, de voir de leurs propres yeux, ils nous contactent et puis on s'organisera avec eux, quoi. Impeccable. Encore une fois, Baptiste, merci beaucoup. Merci à toi.